Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit une véritable sommité dans le domaine de la cinéphilie et du patrimoine, une institution à lui tout seul, ni plus ni moins que l'équivalent, on pourrait dire, d'un préfet de police, à savoir monsieur Gérald Duchossois. Et un immense merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Bonsoir Raphaël, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir que de t'avoir ici en interrogatoire et pour évoquer une œuvre d'un géant, on peut le dire là cette fois-ci, de la mise en scène et qui possède une place à part dans l'histoire du cinéma. Ouais, effectivement, c'est un film que tu as proposé et qui cadre bien avec les sorties actuelles, parce que Carlotta va ressortir 6 films de Kurosawa, dont le film dont nous allons parler ce soir. Donc c'est vraiment en prise directe avec l'actualité cinéphilique et patrimoniale des vacances et particulièrement du mois d'août. Avant même de commencer quand même, il faut le dire, je rappelle à nos auditeurs que tu es responsable de la section Cannes Classique au Festival de Cannes, excusez du peu, chargé de la programmation aussi au marché international du film classique au Festival Lumière à Lyon cette fois-ci, et tu es également le co-auteur donc d'un livre indispensable sur Mario Bava, le génial Mario Bava, Super Mario j'ai envie de dire, Mario Bava, magicien des couleurs, donc paru chez Lobster Film en 2019, et tu interviens aussi régulièrement dans des bonus pour de nombreux Blu-ray. Oui, c'est ça, avec mon comparse Romain Mandestichel, mon compagnon d'écriture, complice et ami. Donc voilà, un livre indispensable à quiconque s'intéresse, on va dire, au cinéma italien et au cinéma de genre en général. Avant d'attaquer la discussion autour du film que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la tradition en ce début d'émission, on va établir ta photo signalétique en 2 questions très brèves. La première, quelle est ta définition d'un bon polar ? Alors, le polar pour moi c'est le film policier matiné de film social. C'est-à-dire que ce que j'aime c'est l'action, les poursuites en voiture, les enquêtes, et je trouve que ce qui cadre vraiment bien avec le polar, c'est de pouvoir ancrer toutes ces composantes de films policiers, de films d'action, de films de poursuite dans une actualité souvent politique, sociale, et donc de donner du corps à une chose qui pourrait paraître très primaire et qui en fait est bien plus profonde que ça. Et vraiment ça c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est à la fois cet aspect divertissant et puis très ancré dans la société qui donne matière à réfléchir et qui rappelle quasiment les actualités qu'on peut lire et évidemment voir et puis aussi ce désir d'amener la réalité, un certain réalisme dans le cinéma. Le film en tout cas qu'on va traiter rentre parfaitement dans cette définition-là, dans ce canevas-là, donc c'est parfait. Question beaucoup plus difficile, ton polar préféré cette fois-ci ? Moi je suis un Melvillien convaincu, donc j'allais aller vers le samouraï. J'adore Alain Delon, comme moi je suis un fou de Melville. Et puis je me suis dit non, mais en fait ce que j'aimerais bien mettre en avant, c'est un film que j'ai vu à sa sortie, qui m'a semblé être totalement cohérent, qui soit un polar pas assez défendu et où il y ait toujours un auteur qui est en activité. Donc c'est James Mangold et c'est Copland, un film de 1997 qui est sorti je pense en France en 98 avec Sylvester Stallone. Alors moi j'adore Sylvester Stallone, on voit pas mais il y a le poster de Rocky qui est juste à ma gauche, c'est pour moi l'un des plus grands, et donc Stallone à l'époque retrouvait le désir d'être acteur et puis rencontrait James Mangold qu'on avait découvert peu de temps auparavant dans un film qui était à la semaine de la critique d'ailleurs, qui s'appelait Heavy, avec Liv Tyler, qui était elle une star montante, qui a pas eu la carrière probablement qu'elle aurait pu avoir, mais en tout cas à l'époque qui rencontrait à la fois le cinéma d'auteur et puis le polar, et d'arriver à situer avec un classicisme fou, un côté scorsésien et puis aussi un côté expérimental, parce qu'il y a toute une fin qui est totalement exceptionnelle au niveau du son.
et de ramener Stallone véritablement vers le jeu, vers le grand jeu stallonien. C'était un vrai plaisir de spectateur, et puis je pense que c'est aussi le dernier film que j'ai dû voir avec mon père, qui m'a fait découvrir le cinéma, et qui à l'époque avait des problèmes d'audition, un peu comme ce que vit le personnage principal à la fin. Donc c'est un film qui résonne à plein de niveaux pour moi, et qui est aussi un grand film des années 90 dont on parle pas assez souvent. James Mangold, c'est vraiment un grand. À l'heure actuelle, c'est probablement l'un des derniers grands classiques, qui fait à la fois du cinéma d'auteur, populaire, exigeant, et qui donne envie d'aller voir des films, qui donnent matière à la fois à la réflexion, et puis qui nous emporte. Bah, en tout cas, je te remercie grandement d'évoquer Copland de James Mangold, puisque je peux l'annoncer, c'est justement le sujet de notre prochaine émission. On fera ce film, et moi, pour moi aussi, c'est un véritable chef-d'œuvre, et je vais pas me lancer sur Melville parce que je pense exactement à la même chose que toi, d'autant plus que notre émission a comme générique, du coup, le thème du Cercle Rouge, donc c'est parfait, c'est vraiment une transition en or pour notre prochaine émission. Direction Yokohama, donc ville japonaise située au sud de Tokyo, pour une toute nouvelle enquête qui prend la forme cette fois-ci d'un intense dilemme moral autour d'un enfant kidnappé, une tempête sous un crâne pour l'immense Toshiro Mifune, et devant la caméra donc du maître Akira Kurosawa, leur 15e et avant-dernière collaboration ensemble, avant le magnifique Barberousse, l'un des plus beaux polars jamais réalisés, un chef-d'œuvre intemporel, et je pèse mes mots, à savoir Entre le ciel et l'enfer, réalisé en 1963. Alors bon, est-ce qu'il faut présenter Akira Kurosawa dans ce podcast? On peut peut-être dire 2-3 choses avant d'attaquer. Bon, Kurosawa, voilà, il explose, on pourrait dire, sur la scène internationale en 1951 avec Rashomon, donc Lion d'Or à Venise. 54 évidemment, Les 7 Samouraïs, qui triomphe aussi, avec leur remake plus tard, évidemment, hollywoodien avec Les 7 Mercenaires. Yojimbo aussi, en 61, avec sa suite aussi Sanjuro, qui va inspirer, on le sait, Sergio Leone, par exemple, pour une poignée de dollars. Et donc, Entre le ciel et l'enfer, ce qui est intéressant, c'est que c'est le 3e film noir pour Akira Kurosawa, après Je suis enragé et puis Les salauds dans le tempête. Et quelque part, on pourrait presque prendre ce film comme une sorte de fausse suite, justement, à ce film-là, adapté donc d'un roman de Ed McBain, qui s'appelle en français Rançon sur un thème mineur, paru en 1959, et qui trame effectivement d'un kidnapping comme un véritable sujet de société, et Kurosawa donc, a lu le roman et a tout de suite voulu en faire un film, trouvant le postulat de départ vraiment très intéressant. Et il a juste gardé justement cette idée centrale de l'enfant kidnappé, l'idée aussi de kidnapper n'importe qui pour vraiment menacer quelqu'un. C'était un livre qui l'a vraiment pris aux tripes, dans la mesure où il trouvait par exemple que le kidnapping n'était pas assez pénalement, on pourrait dire, puni au niveau de la justice japonaise, et c'est vraiment quelque chose qui l'a travaillé, et les policiers aussi japonais ont vraiment considéré ce film comme un modèle du genre d'enquête exactement, et c'est vrai que c'est un maître du mélange des genres et d'influence, Kurosawa, et qui nous plonge ici dans une ère nouvelle du consumérisme amené par l'Occident, qui corrompt, on pourrait dire, un petit peu la société japonaise, et qui reste quand même ancré dans une forme d'orgueil, on pourrait dire, de fierté et de tradition, et rien que pour ça, c'est un film qu'on voulait évoquer à tout prix, et tiens, justement, tu pourrais nous faire un petit résumé de l'intrigue. Quel est le postulat de départ Entre le ciel et l'enfer? Alors en fait, ce qui est étonnant avec le film, c'est que c'est un film qui nous emmène dans différentes directions. Alors au tout début, on part avec un chef d'entreprise qui est en train de négocier des parts dans la boîte avec d'autres chefs de service, d'autres membres de la direction. À partir de là, on a toute une négociation. Donc là, on a tout le côté social et économique des retombées d'une usine qui fabrique des chaussures, et donc tout ça pour nous amener à la disparition d'un enfant qui est enlevé, et dont on pense qu'il est l'enfant de ce chef d'entreprise, qui est joué par Toshiro Mifune. Et en fait, il va s'avérer que c'est pas l'enfant de Toshiro Mifune qui est enlevé, mais l'enfant de son chauffeur. Et à partir de là, on a une enquête pour retrouver l'enfant. Il y a toute une demande de rançon qui est faite par téléphone.
et la police suit Toshiro Mifune pour retrouver les auteurs de cet enlèvement. Et donc on part d'un film très à la fois politique, social, économique, qui là a trait à la société japonaise de l'époque et au fonctionnement économique du boom de l'après-guerre, la reconstruction avec Yokohama pardon, qui a été détruite après-guerre et qui a été reconstruite avec le port qui amène voilà les échanges économiques avec l'étranger. Là on parle pas de culture, on parle vraiment d'argent, on parle de biens et puis d'exportation aussi. Et on va aller vers une enquête qui va avoir une résonance sociale très très forte au fur et à mesure du temps, qui va se réduire en fait vers un affrontement entre ce chef d'entreprise et un jeune qui travaille dans un hôpital. Alors on sait pas très bien s'il est médecin ou s'il est juste aide-soignant. Enfin, a priori, il est plutôt aide-soignant, il est en blouse blanche à la toute fin, mais enfin, en tout cas, ça va se réduire. On va avoir cette enquête qui va nous amener vers la rencontre de ces deux hommes et aussi vers les bas-fonds les plus sordides de la ville de Tokyo. Donc on a ce qui est assez exceptionnel dans le film de prime abord, en tout cas pour moi, ce qui m'a marqué en revoyant le film, c'est qu'on avance vers la pauvreté. On passe en fait du haut de la ville où cet homme, ce chef d'entreprise, a une demeure qui ressemble tout à fait à une demeure, limite un château à l'américaine ou une grande maison avec l'air conditionné, avec le frigo, avec une superbe isolation, une grande vue sur toute la ville. Et on va vers la pauvreté la plus absolue pour qu'il y ait un affrontement final qui est assez terrifiant. Mais là, je veux pas trop en dire. Je pense qu'on aura le temps de reparler de tout ça. Oui, c'est vrai que c'est un scénario très simple, on peut dire à la base, voilà, très facile à suivre, qui est assez accrocheur aussi pour le public, mais qui fonctionne comme une métaphore, voilà, pour signifier vraiment les inégalités qui se creusent progressivement entre les différentes classes sociales, entre les riches et les pauvres, mais tous sont quand même soumis à la même condition humaine. Et c'est un film qui est brillamment construit de manière en miroir en fait, en deux parties on pourrait dire, deux parties assez distinctes. Donc il y a un huis clos vraiment qui commence chez ce riche homme d'affaires dans la chaussure, donc Kindo Gondo. Oui, c'est ça. Et là, c'est très théâtral. Donc, on voit effectivement un grand sens de la composition. Ce qu'il faut dire, c'est que le film est en scope, non pas en cinémascope, mais en tooscope, parce que c'est un film de la Toho. La Toho, qui est un des grands studios japonais, c'est une coproduction entre Kurosawa Productions et la Toho. La Toho qui coproduisait les films à l'époque de Kurosawa et qui évidemment distribuait ensuite les films. Donc, c'est un grand film, c'est une grande production, c'est un film qui a représenté le Japon au Festival de Venise. Donc on est là vraiment au niveau des grands auteurs qui s'exportaient et ce film paradoxalement est sorti très tard en France parce il est sorti en 1976. Or c'est quand même un film qui est très accessible, qui était passé à Venise à l'époque. Donc c'est quand même assez surprenant. C'est un polar qui dialogue beaucoup avec les États-Unis, comme tu le disais, il est inspiré d'un roman d'Ed McBain. Donc ça c'est quand même assez étonnant. On sent pas un ancrage de prime abord, en tout cas très très japonais, donc on pourrait se dire bon c'est étonnant et Kurosawa a quand même été beaucoup critiqué par rapport au fait qu'il était très influencé par le cinéma occidental et que s'il plaisait à l'extérieur et en dehors des frontières du Japon, c'est parce que il était très américanisé. Donc et en fait je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça quand on voit le film. On a une mise en forme au début, donc comme je disais très théâtrale, qui parfois rappelle un peu Hitchcock dans la composition, mais je pense qu'elle est très très ambitieuse et elle situe beaucoup le poids en fait du Japon, parce qu'il y a la femme de Gondo qui est en tenue traditionnelle japonaise. Donc on a les femmes qui sont à leur place, on a un rappel de la position du Japon, on a son chauffeur qui lui est vraiment le représentant du poids de la... C'est la classe moyenne presque en fait, le chauffeur. Oui, lui il pourrait monter et puis il est écrasé en fait par le poids de cette culpabilité par rapport au fait que son fils a été enlevé à la place du fils de Gondo.
Donc on a des personnages qui sont un peu archétypaux et on a Gondo qui lui est monté de l'enfer pour aller vers le ciel parce que c'était un jeune apprenti qui était extrêmement pauvre et qui a commencé dans le commerce de la chaussure. Lui-même a monté des chaussures, on le verra après à monter des sacs. En fait il était dans la maroquinerie, hein, c'est quelqu'un qui manipulait le cuir et il a monté l'échelle sociale pour arriver jusqu'en haut et être l'un des dirigeants de cette société. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on voit que on a une espèce de croissance un peu comme le modèle du Japon, qui après-guerre était extrêmement pauvre du fait qu'ils avaient perdu la guerre, qu'ils étaient écrasés par les Américains, par le poids aussi de la culpabilité, et puis ils avaient cet honneur qui leur a permis de se relever et aussi ce boom économique qui leur a donné cette impulsion pour aller vers le haut. Or, le film est quand même filmé de manière assez linéaire, c'est-à-dire qu'au début, on commence par être sur un plan quand même assez stable à l'intérieur de la demeure de Gondo, et puis on a une composition à chaque fois en fait avec deux personnages, trois personnages, quatre personnages, et en fait il y a un grand jeu de composition avec des combats en fait qui sont menés, des combats économiques, des combats sociaux, des combats aussi entre les enfants, puisqu'il y a les deux enfants qui jouent Shinji, qui est l'enfant qui va être enlevé, et le fils de Gondo joue aux cow-boys et aux indiens. Donc à nouveau ça rappelle les États-Unis, mais aussi le fait que le fils de Gondo tue Shinji avec un faux fusil en jouant aux cow-boys et aux indiens. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que même au travers des enfants, il y a aussi le fait d'abattre l'enfant le plus pauvre en fait, qui est celui qui va payer quoi. Donc il y a toute une espèce comme ça de mise à niveau assez plate, alors que le film explore à chaque fois. On aurait pu avoir Kurosawa jouant sur les hauteurs à chaque fois, où il aurait pu filmer en haut, du haut vers le bas systématiquement. Ça c'est posé un petit peu au début, un tout petit peu, avec des plans un peu à la Ozu au début pour nous montrer où on se trouve, et donc on a des plans fixes en fait sur différents endroits de la ville, le port, les quartiers pauvres, les quartiers plus riches, les lumières, l'espèce d'ombre qui va recouvrir la ville et donc qui nous montre déjà cette pauvreté et puis toute cette ambiance bien particulière. Et donc tout ça est construit avec une musique assez stridente qui rappelle un peu la quatrième dimension, hein, qui fait qui amène une atmosphère très angoissante dès le début. Et puis toujours cet aspect plat qui va être là tout au long du film, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on voit beaucoup les policiers aussi qui sont en voiture. Donc on a pas mal de scènes de voiture qui sont assez dynamiques, hein, super bien filmées bien évidemment. On se demande à chaque fois où se trouve le caméraman, parce on a l'impression d'être avec eux, et on est toujours sur un terrain assez plat. Je veux dire, même quand après il y a une séquence qui se passe dans un train, on en parlera sûrement après. Et bien en fait, ce sont juste des hauteurs qui se superposent, mais on est toujours sur des lignes assez droites. Donc c'est ça qui est étonnant. Et Kurosawa a pas joué du cliché de la hauteur comme il aurait pu le faire avec des tours et puis des personnages qui sont dans des caves. Donc à chaque fois, on est sur des lignes assez droites, et ce qui donne au film beaucoup de richesse aussi, puis il y a une composition vraiment exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'en fait, le film, on pourrait dire, joue sur les trois dimensions, on pourrait dire, que peut offrir le cinéma. Hein. Kurosawa va jusqu'au bout, en fait, des moyens qui sont les siens. C'est-à-dire, effectivement, il y a la première partie, toute la première partie qui se situe dans la bâtisse de Gondo, on pourrait dire jusqu'à la 53e minute où on sort enfin, où Gondo, donc Toshiro Mifune, livre la rançon justement dans l'Express, dans le train. Et là, c'est presque une forme de libération, c'est presque une séquence comme ça en transition, avant d'attaquer la deuxième qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins théâtrale, entre guillemets, qui est beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire on suit le travail d'enquête de la police jusqu'à nous mener effectivement dans ces bas-fonds. Les bas-fonds, c'est aussi un film de Kurosawa, hein, pour citer un autre grand chef-d'œuvre de sa filmographie. Et c'est vrai que progressivement, on descend. Et donc, il y a cette première partie qui est très, effectivement, verticale, avec des compositions de cadres qui sont, d'une précision absolue, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les rapports de force, en fait, en fonction du découpage, jouent en fonction du placement des personnages dans l'image. Tout ça, en plus,
où tout est focalisé en fait sur un élément particulier en fait du cadre. C'est-à-dire qu'il y a souvent par exemple deux personnages en amorce, un à gauche, un à droite par exemple, pour vraiment centraliser le dilemme moral vraiment à un endroit très précis du cadre. Et par exemple Toshiro Mifune dans cette première partie, ce qui est intéressant, déjà Toshiro Mifune, je trouve que dans ce film il est complètement différent. Encore une fois, au bout de 15 collaborations chez Kurosawa, je le trouve beaucoup plus massif, il est beaucoup plus courbé aussi. Voilà, c'est vraiment une tempête sous un crâne, on sent vraiment le poids qu'il y a sur ses épaules, et le cadre souvent de profil en plus. Il n'est jamais saisi de manière frontale en fait. Il y a toujours ce double choix qui est possible en lui en fait, c'est-à-dire je paye pas. Il est constamment balancé entre ça. Et c'est presque aussi dans cette relation à Toshiro Mifune une annonce presque de leur future séparation, puisque à partir du moment où en fait ils payent la rançon et ils retrouvent l'enfant. D'ailleurs, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que celui qui retrouve en fait c'est le patron de son père, et quelque part en fait il devient presque son père. En tout cas à ce moment-là il est plus un patron, il devient vraiment une figure paternelle. Il a enfin débarrassé de tout ça, et ce qui est intéressant c'est qu'à partir de là en fait on le voit quasiment plus en fait Toshiro Mifune. On le reverra à la séquence finale, mais c'est vrai que ça annonce quelque chose dans leur relation déjà. Et d'ailleurs, en plus, Toshiro Mifune, à l'époque, il réalise son seul film, d'ailleurs, c'est L'héritage des 500 000, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, je crois, chez Carlotta. Ouais, chez Carlotta, ouais, c'est un film qui a été restauré en 2016 et que Carlotta a dû sortir il y a 3 ans, je pense. Ouais, c'est vraiment un film intéressant, voilà, sur... c'est un peu le trésor de la Sierra Madre, quoi. C'est un peu C'est un peu ça, ouais. ce magot complètement maudit. Tout ça pour dire qu'il y a cette dimension-là dans la première partie. Et c'est vrai, quand on voit le ravisseur, ce jeune interne, en fait, je crois qu'il est interne de médecine, qui vit vraiment dans la jalousie, entre guillemets, qui lui vit dans la basse ville. Ils le disent très bien, voilà. Pendant que monsieur, en gros, a l'air conditionné, nous, on est en train de crever de chaud en bas. Et d'ailleurs, il y a une séquence dans le commissariat de police où on voit tous les inspecteurs en train de transpirer avec des éventails. Et c'est vrai que cette partie joue plus quand même sur des panoramiques quand même entre le haut et le bas, avant de bifurquer à la fin quand on voit par exemple tout le cheminement du père, du chauffeur pour suivre comme ça ce que son fils se rappelle, c'est-à-dire voilà le tunnel jusqu'à la maison des ravisseurs. Il y a des courbes, il y a plus de diagonales en fait. Et voilà, donc il joue vraiment, je pense, sur la largeur, sur la hauteur et sur la profondeur du cadre, Kurosawa. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a des courbes parce qu'ils sont en recherche. C'est un peu comme le moment où justement ce jeune interne euh, se, se rend compte en lisant les journaux que il y a des billets qui ont déjà été dépensés. Donc du coup, à partir de là, il se dit que il faut absolument se débarrasser de l'argent et il cherche à brûler la mallette. Or là, la caméra, par rapport à avant, où tout quand même qui est très stable, qui donne à chaque fois une puissance incroyable à Toshiro Mifune, qui est, comme tu le disais, qui est beaucoup plus courbé, qui est souvent filmé de profil parce qu'il est dans le dilemme. Donc il est éclairé, on voit bien à chaque fois son visage est pas et il sort plusieurs fois de l'ombre aussi. Il est dans le fond près de sa table. Il ouvre les rideaux. Il y a plusieurs moments où il passe de l'ombre à la lumière. Et pareil avec son visage. À pas mal de moments, il a le visage qui est dans l'obscurité. Je pense que c'est le dilemme à chaque fois qu'il l'agite de savoir si oui ou non il doit donner cet argent pour sauver Chinchi ou si au contraire il doit garder l'argent pour lui parce qu'en fait il a tout investi et s'il donne cet argent il va tout perdre. Il va perdre sa situation sociale, il va perdre sa maison, il va perdre son honneur et on sait bien que perdre la face pour les Asiatiques en général et pour les Japonais c'est vraiment le dernier affront possible. Donc du coup pour lui c'est l'effondrement à la fois de toute sa vie et puis de son honneur. Donc il y a tout ce parcours en fait de personnages et ce qui est génial c'est qu'en fait ce parcours au bout de je pense une quarantaine de minutes il passe dans le train. Alors à nouveau dans le train, voilà, le train c'est le cliché, mais le train c'est le cinéma.
Et donc on arrive avec cette rapidité d'exécution parce que on est dans un train qui va très vite. Parce qu'à l'époque, il y a un nouveau train en 63 qui était arrivé et qui permettait de relier Tokyo à Osaka, je crois, qui passait de 7h à 3h30. Donc on voit bien effectivement qu'il y a beaucoup d'énergie, et ça, quand on va au Japon, le train c'est un des transports qu'on prend le plus. C'est très propre, c'est très bien encadré, ça va très vite. Enfin, c'est génial de prendre le train au Japon parce que il y a on a l'impression d'être dans le cliché de la modernité, mais c'est ça. Ça marche, ça va vite, ça fonctionne. T'attends 2 minutes, c'est fou. T'as des trains qui se remplissent avec un monde fou, et t'as 2 minutes d'arrêt et ça marche. Et quand tu vois ça dans le film, t'as cette énergie en fait qui est apportée par la modernité, par le fait que le train te rappelle l'histoire du cinéma. T'as toujours aussi ce côté un peu western qui te permet d'avancer, et parce que la rançon te fait penser aussi à ça. T'as l'impression de voilà que c'est un enlèvement. Tu repenses aussi à John Ford, donc voilà, t'as les grands qui te reviennent à ce moment-là à l'esprit. En plus, je te coupe une seconde, mais en plus, les enfants, au moment du kidnapping, ils ont effectivement une panoplie de cow-boys et d'indiens, enfin de shérifs et de voleurs, pour être plus exact, qu'ils intervertissent, et c'est justement comme ça qu'ils le confondent. Et dès le début, effectivement, il y a ce jeu de massacre, entre guillemets, théâtral chez les enfants, ce petit jeu de la cruauté qui est déjà mis en place dans ce côté western. Ouais, mais je pense que Kurosawa était beaucoup inspiré par le western. Hein. Ozu, je pense, était beaucoup inspiré par les Frères Lumière, et je pense qu'il y avait une grande inspiration du western chez Kurosawa. Et donc là, je retrouve ça. Et puis en même temps, ce que je retrouve, c'est une espèce de connexion folle avec l'époque, parce que le film est totalement ancré dans son époque, comme tu l'as dit à l'époque. Enfin à l'époque en 1963, dans les années 60, au Japon, il y avait beaucoup d'enlèvements, ce qu'on retrouvera après dans beaucoup de films italiens dans les années fin des années 60, années 70, avec les enlèvements qui permettaient d'avoir des rançons, et donc d'alimenter des caisses pour des groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et là, on retrouve cette idée d'enlèvement, mais là, c'est vraiment plus une punition. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est de voir la connexion avec l'époque, qui personnellement me fait penser à Opération Diabolique, le film de John Frankenheimer, où il y a tout un parcours dans le train, mais là qui va dans le train de banlieue. Et là, on n'a pas vraiment ce même type de discours avec l'oppression des classes moyennes. Là, c'est vraiment la richesse qui va être punie, et qui arrive même pas d'ailleurs à glisser l'argent pour la donner, puisque la fenêtre ne s'ouvre pas en entier. Ça, c'est une scène qui pourrait être très drôle, et qui en fait est terrifiante, parce qu'on se dit qu'il va louper en fait le moment pour donner l'argent, et la fenêtre ne s'ouvre pas en entier, donc il semble être puni jusqu'au bout. Ça, c'est quand même une trouvaille qui est assez exceptionnelle. Après, avec la caméra enfin le défilement de l'image qui est en accéléré en fait quand il se mouille le visage, et qui donne un aspect très film, très premier film quoi, un peu comme à l'époque où ils tournaient à la manivelle, et du coup tout n'était pas à 24 images par seconde. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui me font penser à ces débuts de l'histoire du cinéma, et qui sont en même temps très actuels, parce qu'il y a un des deux policiers qui filme avec une caméra qui doit être une caméra 8 mm, je pense, et donc à partir de là, il documente en fait véritablement le moment où il donne la rançon pour retrouver après ceux qui ont enlevé l'enfant, et donc revenir sur les pas de cet enlèvement, et retrouver ces personnages grâce à ces images qu'ils ont prises. Donc à la fois c'est très moderne, et puis il y a un côté bien plus ancien qui se mélange. C'est là où c'est vraiment très intéressant, parce qu'il y a la modernité qui se mélange avec l'histoire, et aussi ce côté un peu méta de l'histoire du cinéma. Mais je pense que c'est quand même assez... Enfin, je pense pas que ça soit là par hasard, parce que le policier a une caméra, donc je pense qu'il y a quand même toute une réflexion sur le pouvoir de l'image. On voit bien à l'époque qu'il y avait beaucoup de réalisateurs qui se penchaient sur l'image, hein, Michael Powell avec Le Voyeur, voilà, tout ça, ce sont des réflexions qui sont menées par rapport à l'image, le pouvoir de l'image, et à chaque fois la caméra qui est un peu une caméra tueuse, hein, donc là il y a un peu ça aussi, parce que après les gens qui ont enlevé cet enfant, bon, on va pas raconter ce qui leur arrive, mais il y a quand même une situation après qui est assez dramatique, parce que on entre aussi dans une dimension sociale, et aussi la force de la drogue dans la société japonaise. Alors ça, c'est quand même très très étonnant, parce que y a des films sur la drogue à l'époque, il y en a pas tant que ça, et surtout les ravages de la drogue, c'est quand même pas si courant quoi. Je pense à L'homme au bras d'or d'Otto Preminger, du coup, mais qui doit dater de 55, mais qui se passe chez les musiciens, donc plus cliché. Là, on est vraiment dans la société japonaise, ou tout du moins on a l'impression d'être chez une population qui est assez pauvre, qui travaille probablement trop, et qui du coup pour survivre ça mène à la mort avec la drogue.
Il y a non seulement voilà le son de la baie vitrée qui est très important, mais il y a aussi une utilisation qui est assez géniale du son, notamment au moment de payer la rançon dans le train, où justement le train qui passe sur les rails fait une sorte de battement de cœur haletant dans les sonorités, et on est directement voilà saisi en fait par cette tension qui monte progressivement quant à la question voilà de l'argent et des ravisseurs. D'autant plus que c'est très intéressant puisque évidemment ce jeune ravisseur est un médecin et la médecine et la figure du médecin revient souvent chez Kurosawa. Enfin, dans l'Ange Yves par exemple, Takeshi Shimura il se retrouve face à un mafieux et le mafieux lui dit mais tu sais combien j'ai buté de personnes et il lui dit tu me fais rire parce qu'en gros moi en tant que médecin j'en ai tué beaucoup plus. Évidemment il y a Barberousse qui fera juste après avec Toshiro Mifune qui revient sur cette figure et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on a un personnage donc d'industriel qui est censé entre guillemets exploiter les autres. Par ailleurs, il est quand même assez aimé de ses employés. Il y a une séquence où on voit un ouvrier vraiment le défendre. Il dit il est dur, mais il est quand même juste. Et au début du film, justement, quand il veut prendre possession de l'entreprise, on voit qu'il aime le travail bien fait. Enfin, c'est pas un industriel, c'est pas un financier cynique, Toshiro Mifune. Et on comprend d'emblée dans ses réactions vis-à-vis de cette chaussure là au début qui déchire, bah, déjà qu'il est fort, qu'il connaît en plus les coutures, donc on comprend que c'est justement un homme qui a travaillé de ses mains en fait, ça a été un pauvre et ça dit beaucoup de choses sur lui et au final c'est censé dans l'imaginaire collectif emmener on va dire une forme de destruction sociale et finalement cette destruction, cette mort, elle est emmenée par un médecin qui est censé faire le bien, qui est censé aider les autres, qui est censé être altruiste, et qui finalement, non seulement est prêt à kidnapper des enfants, voilà, l'être le plus faible possible, et en plus à voir mourir des toxicos, voilà, devant lui en fait. En plus, il les tue par leur mal en fait. Et ça, voilà, c'est vraiment troublant, et c'est un truc qui fonctionne tout le temps en fait, et c'est aussi une autre récurrence de Kurosawa dans ces thématiques, c'est le double en fait. C'est déjà voilà, en fait si on prend Toshiro Mifune et donc le ravisseur, on pourrait presque les voir comme en fait une même entité. C'est presque les deux faces d'une même pièce qui se répondent et qui se comprennent en fait face à l'autre. Bon, on va pas tout raconter du film, mais voilà, le dernier plan, il y a un effet de mise en scène sur les reflets, où finalement le visage de l'un se reflète sur l'autre. Voilà, comme le visage de l'un pourrait être sur le corps de l'autre finalement, et ils se comprennent parfaitement. Et en plus, il y a un plexiglas en fait, une vide, donc la limite entre eux est très très fine. C'est-à-dire que l'un pourrait être l'autre et inversement. Et c'est vrai que cette notion du double en fait, elle est là tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les enfants au début, donc les deux enfants, voilà, qui intervertissent leur panoplie. Les chaussures aussi, mine de rien, les chaussures ça va par paire hein, quand même. Il y a les deux parties distinctes qu'on a évoquées dans le film. Il y a deux mallettes pour effectivement donner l'argent. Il y a deux messages que laisse le kidnappeur sur bande magnétique qui enregistre la police. Il y a un duo de kidnappeurs, en fait, l'oncle et la tante, qui sont appelés mon oncle et ma tante, c'est comme ça que Chinchi les appelle. Donc il y a ça aussi. Le duo de policiers qui fonctionne, celui qui ressemble un peu à Henri Fonda, qui est un peu raide comme la justice, avec celui qui est un peu plus en forme et qui n'a plus de cheveux, et donc ce côté un peu comique. Oui, le chauve. Et donc il y a ce côté un peu comique aussi du duo de policiers. Et on peut aussi dire tout ce qui situe le haut, le bas, le noble, le profane, le riche, le pauvre, effectivement, le lumineux, le sombre, le chaud, le frais, le noir et blanc et la couleur, l'équilibre, le déséquilibre. Voilà, ces dédoublements, ils sont vraiment de partout dans le film. Et il y a Toshiro Mifune qui est l'alter ego quand même de Kurosawa aussi, donc. C'est ça. Et puis il y a son chauffeur qui est le poids de la culpabilité qui est porté pendant tout le film. Hein. Lui il est abattu du début jusqu'à la fin. Il y a Toshiro Mifune qui a un second qui est son double un peu maléfique, parce que lui il a pas de colonne vertébrale. En fait, il est prêt à se vendre au plus offrant. C'est ça qui l'intéresse finalement, pour monter l'échelle sociale plus vite. Il est prêt à changer de camp. Donc effectivement, à chaque fois dans ce côté double, il y a ça. Et visuellement, ce qu'on voit, c'est qu'au début, on part en fait avec une vision de la ville, et on est avec un miroir sans teint, parce qu'en fait les vitres, il y a pas le reflet de Toshiro Mifune.
il va ouvrir la ville et ouvrir la vitre pardon pour voir la ville, et on va pas voir son reflet dedans. Or là où on voit son reflet, c'est à la fin, et son reflet c'est le kidnappeur, c'est celui qui a commis le rapt. Donc ça c'est passionnant parce que, et avant d'en arriver là, il y a tout un jeu aussi sur les lunettes. Les lunettes miroirs par exemple. Oui. Toute l'avant-dernière on pourrait dire l'avant-avant-dernière séquence qui se passe dans les bas-fonds, dans un quartier où il y a des militaires américains qui sont très très présents, où celui qui a enlevé l'enfant va chercher de la drogue pour empoisonner le couple qui l'a aidé à enlever l'enfant pardon. En fait, est accompagné du son de O Sole Mio, une chanson extrêmement connue italienne. Donc là, c'est bizarre parce que on est à la fois dans les bas-fonds et puis aussi un peu dans un imaginaire de cinéma italien, je trouve, parce que, et pour moi, le fait qu'il y ait une chanson comme ça, O Sole Mio, qui soit un tube guilleret, qui donne envie de faire la fête, c'est pas un hasard, quoi. Ça me rappelle vraiment la Dolce Vita. J'arrive pas à me dire que c'est pas un choix conscient de la part de Kurosawa, parce que on amène une espèce de douceur de vivre à l'italienne qu'on voyait souvent au cinéma, et qui va dégénérer totalement pour nous amener vers le corps de ces drogués qui aujourd'hui nous font penser à des zombies. Je serais curieux de savoir comment ils l'ont vu à l'époque, parce que honnêtement, quand tu vois le film, tu peux pas t'empêcher à l'heure actuelle, tu peux pas t'empêcher de penser à George Romero, quoi. C'est en noir et blanc, avec le jeu des ombres, avec ses corps décharnés, avec le fait qu'ils essayent d'agripper tous les gens qui passent. C'est assez fou parce que t'as l'impression de voir zombie, ou de voir la nuit des morts vivants, mais 5 ans avant, quoi. C'est complètement fou. Je trouve que là-dessus, on se demande si Kurosawa il a pas fixé une certaine, pas une norme, mais une représentation en tout cas à la fois du drogué et puis du zombie, quoi. C'est assez fou. Et pareil dans le jeu des ombres sur les lunettes et le reflet, t'as l'impression de voir un giallo. C'est complètement dingue parce que on est le giallo va arriver, surtout celui, ou beaucoup plus, beaucoup plus sanglant, où tu vois les tueurs avec tout le jeu de reflets, l'optique, qui va arriver plutôt vers la fin des années 60 et début des années 70. Il est déjà là chez Kurosawa, avec une musique à l'italienne, avec une atmosphère de joie de vivre, et à la fois une décrépitude de la société et de l'être humain, quoi, parce que finalement ces gens n'ont plus d'existence. Tout ça pour nous amener vers le mal un peu à la Seven, quoi. On a l'impression de voir Kevin Spacey, parce que ce jeune, finalement, il aurait pas d'existence, il aurait pas de métier, ça serait pareil, quoi. T'as l'impression que c'est le mal personnifié. C'est vraiment cette espèce de force nébuleuse et de feu, qui finalement sème la terreur partout où elle va, mais t'arrives pas très bien à comprendre pourquoi. Oui, ça se projette sur Toshiro Mifune, mais ça aurait été sur un autre, ça aurait été strictement la même chose. C'est ce que tu te dis aussi, ouais. Quand tu vois ça, tu te dis, il aurait très bien pu choisir son concurrent, celui qui était à la tête d'une usine de pièces détachées, celui qui construisait des moteurs. Tu vois pas pourquoi il l'a choisi lui. Bah si, parce qu'en fait il le voyait en fait de sa maison. Mais ça aurait très bien pu être un autre, parce que c'est vraiment le mal dans toute sa splendeur. D'ailleurs, l'acteur à la fin le fait extrêmement bien. À la fois il est. Oui, c'est un acteur de la troupe de Kurosawa, c'est Yamakasi si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est un acteur qui était complètement exubérant, mais là il est quand même assez retenu quand même, à part la fin où il explose un peu. Mais oui, on y croit en fait, c'est ça. C'est à la fois quelque chose une entité presque abstraite, mais en même temps qui est incarnée dans un cadre social qui est complètement réaliste et de son temps aussi. Donc on y croit parfaitement. Il a ces spasmes qui rappellent aussi la drogue, donc ça c'est quand même très étonnant, comme si le mal le gagnait à nouveau, comme si son mal-être devait se manifester de manière physique et face à Toshiro Mifune, dont on est séparés nous aussi, parce qu'au début il y a des grilles quand il arrive dans la prison, donc on le voit un peu de loin. Après on le voit de dos la plupart du temps. On voit le reflet avec l'autre personnage avec qui ça se mélange. Donc il y a tout un jeu d'optique, de mélange, comme tu le disais, hein. C'est la même personne, voilà, ce sont les deux faces d'une même pièce, hein, finalement, et un peu comme Kurosawa et Toshiro Mifune, quoi. Donc du coup c'est étonnant de voir cette fusion des deux personnages, et du mal, et pas vraiment du bien non plus, quoi. Donc ça c'est vraiment super, parce qu'il y a pas c'est pas cliché, c'est pas le bien le mal, c'est le mal
Ça, c'est là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein, ce personnage, il est tellement mal en lui qu'il amène le mal. Et à côté de ça, Mifune, c'est pas forcément la personne la plus, pas responsable, mais la plus généreuse qui soit, quoi. Il a retourné, il a pris une décision. Voilà, on sent qu'il a pris une décision pour donner l'argent, mais à côté de ça, il aurait très bien pu prendre une autre décision et pas donner l'argent. Donc ça aussi, c'est quand même assez super avant l'enquête, avant qu'on arrive au travail de la police, parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Ça, c'est le côté très américain, je pense, du film, cette description de l'enquête. Dans la ville, ça fait aussi penser au film de Jules Dassin. Ah oui, les Forbans de la nuit. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, merci. Avec l'enquête en fait dans la ville où la ville devient un personnage à part entière. Et là, c'est un peu ça qui se manifeste avec un nombre de policiers totalement incroyable aussi. Honnêtement, c'est assez drôle parce que enfin, nous qui aimons les polars, à chaque fois, on voit la police qui manque de moyens, qui est dans des hôtels de police qui sont totalement décharnés, abîmés, avec les peintures qui s'écaillent, avec des chaises cassées, avec des bureaux qui tiennent plus debout. Et à côté de ça, là, les réunions de police sont très impressionnantes. Ils sont nombreux, chacun donne son avis. Il y a des couples d'enquêteurs. Enfin, c'est une vraie, comment dire, mise en avant de la police, et du travail de la police, du travail de terrain. Je pense que c'est aussi parce qu'à l'époque, la société japonaise avait une police qui était proche du peuple et qui se mélangeait beaucoup aux habitants en fait de la ville. Ils allaient voir les gens, ils faisaient des enquêtes de voisinage, ils faisaient de la médiation aussi. C'était pas uniquement de la répression, il y avait aussi de la médiation. Donc on voit aussi une mentalité différente de la police, parce qu'ils font même des blagues par rapport au fait qu'il y a une vendeuse de journaux une kiosquière qui est sourde, donc voilà, ils en rient entre eux, et en même temps on a l'impression qu'ils en rient pas méchamment parce qu'elle fait partie en fait de la communauté. Donc ce sont des choses comme ça qui sont très très intéressantes et assez subtiles, et qui sont très bien, pour moi, hein, très bien documentées, et qui mettent en valeur le travail qu'ils mènent, très à la fois technologique et puis très simple, parce qu'il y a le dessin par exemple de l'enfant quand ils repartent sur les pas des endroits que Shinji a parcouru quand il a été enlevé. Il y a ce dessin du mont Fuji, donc c'est une représentation très cliché du Japon, et en même temps qui marche très bien. Et là, c'est le moment où on est en hauteur. Là, on s'élève vraiment pour aller vers le plus haut, et le symbole du Japon, c'est ça, c'est le mont Fuji. Donc c'est ça qui est intéressant, de jouer à chaque fois sur ces perspectives, et c'est un dessin d'enfant, donc ça apporte une espèce de poésie à la rudesse de l'enquête et du film, et puis des décisions aussi qui sont prises, qui sont extrêmement violentes. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que tu viens de soulever. Par exemple, je trouve que la police, elle est souvent filmée par Kurosawa comme un bloc, effectivement. Et ça, je pense que, bon, il dit qu'il a juste pris le postulat de départ du roman de Ed McBain, mais il faut savoir que, voilà, ce roman, en fait, vient d'une série de romans qui s'appelait les 87e District, avec un personnage central qui était Carella. D'ailleurs, Carella, c'est le nom de Trintignant dans le film de Philippe Labro, dans Sans mobile apparent. Ça vient de là, de Ed McBain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette série de romans, en fait, c'est pas forcément un individu, un flic seul, solitaire, comme on peut l'imaginer, qui est vraiment le héros, qui est mis en avant. C'est vraiment le travail d'un groupe de policiers. Et je trouve qu'il y a vraiment ça, en fait, dans le film de Kurosawa. Quand on prend la première grosse séquence du film, la grosse première partie, qui est effectivement très théâtrale, avec ce rideau qu'ils n'arrêtent pas de cacher, en fait. C'est-à-dire, la maison, elle est certes, du coup, elle est en hauteur, donc du coup, tout le monde la voit, mais il y a quand même des choses qui sont quand même cachées grâce à ce rideau, des choses qu'on ne sait pas, en fait, pour les habitants d'en bas. Et en fait, dans le cadre, alors, il y a certes, par exemple, ce chauffeur qui est souvent, il a même pas le droit à la parole, en fait, c'est le père, en fait, mais en fait, l'inspecteur de police principal, qui ressemble à justement Henry Fonda, et c'est une volonté de Kurosawa, on a l'impression qu'il est presque plus touché en fait par ce qui arrive en fait à Mifune que par la disparition de l'enfant, et on relaie comme ça en permanence ce père au bord du cadre ou bien au fond. Et les inspecteurs de police, eux, ils sont tout le temps ensemble. Il y a tout le temps des petits groupes de police, des petits blocs, voilà. Ce qu'on disait, là, le chauve qui est assez imposant, l'inspecteur en chef, etc. Et ce qui est intéressant de noter aussi par rapport à tout ça, c'est que
c'est des éléments comme ça qui ont certes une influence américaine, mais qui vont aussi inspirer, je pense, tout un tas d'autres metteurs en scène américains. Et il y a un moment qui m'a fait rire, en fait, dans le film, puisque j'adore, moi, Casino de Martin Scorsese. Il y a un élément, en fait, de l'enquête qui est soulevé. En fait, ils parlent tous, les inspecteurs de police. Quelqu'un soulève un élément et tout le monde s'arrête. Et il y a exactement le même plan en fait des mafieux dans Casino où ils parlent en fait non-stop et dès qu'ils disent le mot fric, hop, ils s'arrêtent et ils regardent la caméra. Donc je pense que ça vient de là. Il y a le plan aussi effectivement que tu as cité, le plan des lunettes miroirs de l'assassin qui est repris tel quel dans Casino avec De Niro qui est dans le désert et qui attend Joe Pesci et on voit le reflet de la voiture en train d'arriver. Et moi quand j'ai revu le film avec cette baie vitrée et Toshiro Mifune qui regarde voilà cette basse ville on pourrait dire voilà cette ville on pourrait dire grouillante en fait qu'il a réussi à quitter et à s'extraire. Moi je pensais vraiment au même cadre que Michael Mann vraiment dans Hit, c'est-à-dire quand De Niro regarde la mer. Il y a souvent cette question de la mer aussi. Par exemple, dans le reflet des lunettes du ravisseur, on voit la mer. Effectivement, l'enfant, on sait par rapport à son dessin que la mer n'était pas très loin. Donc il y a une forme d'horizon comme ça qu'ils n'arriveront jamais à atteindre. Une sorte de vide existentiel dès le début qui est posé. Et en plus, je trouve que Kurosawa, tu l'as dit, la quatrième dimension, c'est très bien vu parce qu'il y a une sorte de bruit très étrange à chaque fois qu'il ouvre en fait la baie vitrée, qui souligne comme ça son mal-être, on pourrait dire mental, son dilemme. Et le film, voilà, il y a des trouvailles comme ça qui, je pense, ont inspiré les plus grands metteurs en scène américains. Et ça, il faut qu'on en parle parce que moi, c'est ce qui m'avait vraiment épaté. En fait, j'avais découvert le film au Festival Lumière, justement, sur grand écran. Et la séquence, en fait, de la fumée rose, il faut le dire, c'est la fumée rose. En fait, ils mettent à un moment donné, effectivement, un produit pour repérer. Ouais, si, c'est ça, pour repérer à l'intérieur du sac, de la mallette, pardon, en cuir, il y a un produit qui est mis et qui, lorsque la mallette sera brûlée, du coup, véhiculera une fumée rose, permettra à une fumée rose de s'échapper, en tout cas. Et là, là en plus, on entre à nouveau dans une dimension cinématographique parce que Kurosawa, il a fait des films en noir et blanc très tardivement. Je pense que son premier film en couleur, ça doit être quoi, c'est 69, quelque chose comme ça. Il a vraiment, il tenait vraiment à faire des films en noir et blanc parce que c'était ce qu'il aimait. Et à l'époque, c'était plus si courant. À tel point que moi, quand tu m'as proposé de parler du film, j'ai été persuadé que le film était en couleur. Et en le revoyant, je me suis dit, mais non, en fait, n'importe quoi, le film il est en noir et blanc. Donc c'était fou parce que je me disais, c'est vraiment étonnant. Et donc il y a cette coloration de l'image. Je pense qu'ils ont peint à même la pellicule pour qu'il y ait de la fumée rose en fait qui s'échappe de. C'est un effet qu'il voulait faire à l'époque pour Sanjuro avec des nénuphars roses qu'il n'a pas réussi à faire au niveau technique. Et c'est vrai qu'il arrive à le faire ici et ça a un impact. En fait, c'est l'enfant qui voit ça à loin. On voit la baie vitrée, on voit en profondeur cette grande cheminée qui extrait comme ça cette fumée rose. Et c'est vrai que c'est un choc plastique vraiment, vraiment impressionnant et qui permet comme ça de savoir exactement où se trouve, entre guillemets, le ravisseur. Et ça, c'est un truc, et c'est évident, quand on voit la liste de Schindler, la petite fille en rouge de Spielberg, je suis sûr que ça vient de là, ou bien quand on pense à Rumblefish de Coppola, et en plus Coppola a produit Kurosawa, quand on voit voilà, le poisson comme ça, rouge au milieu du noir et blanc, la référence, elle est tellement énorme que difficile de la rater, et c'est vrai que ça provoque un sentiment. Vraiment, on est vraiment placé en fait du point de vue des spectateurs. Et il y a aussi tu as évoqué John Ford évidemment, le western, le début du cinéma. Mais moi, en revoyant le film aussi, j'ai beaucoup pensé à 12 hommes en colère aussi dans la mise en scène, dans le découpage et dans le huis clos, qui était sorti voilà juste quelques années avant. Et il y aurait, je pense, des liens à tisser vraiment entre Kurosawa et Lumet sur la question de la justice, la question par exemple aussi du point de vue, c'est-à-dire voilà, Rashomon c'est aussi une déconstruction d'une enquête, il y a l'idée aussi d'un système généralement qui broie, voilà, chez Lumet c'est un système judiciaire, politique, médiatique, mais là voilà, il y a une société en train d'évoluer qui est en train de broyer en fait les hommes chez Kurosawa, et dans le filmage il y a vraiment quelque chose qui je trouve est vraiment à rapprocher. Et parenthèse d'ailleurs sur Ciné Lumet, mais dans son livre Faire un film, qui est une véritable bible, et ben justement Ciné Lumet parle en fait, évoque sa visite sur le tournage de Ran de Kurosawa. Donc les deux, il y avait quand même un vrai rapport d'admiration mutuelle.
Ouais, je suis d'accord avec toi parce que moi, quand j'ai revu le film là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, outre le film que je voyais en couleur, donc c'était très étrange, c'était le découpage, alors qui n'a pas grand-chose à voir, donc c'est vraiment étonnant. Je me suis dit mais pourquoi je pense à ça? C'est Fail Safe, le film de Sidney Lumet avec Henry Fonda justement, et je me suis dit c'est quand même étrange que je fasse le rapprochement aussi rapidement, qui est un film qui est beaucoup plus découpé, qui est beaucoup plus sur la tension, avec aussi des scènes de téléphone qui sont géniales, un peu comme celles qu'il y a dans Entre le ciel et l'enfer là, qui sont exceptionnelles, hein, toutes les scènes d'écoute, de discussion, de la cabine téléphonique, avec Wondo qui a lui un téléphone chez lui, dans sa propre demeure. Enfin, tout ça joue aussi à nouveau sur les oppositions entre la richesse et puis la pauvreté. M'a fait penser à ce film de Lumet qui est super angoissant et qui joue vraiment sur la tension, et là aussi sur le double, hein, entre l'opposition Est-Ouest, entre les deux présidents, le lien ténu qu'ils ont entre eux, qui passe par le téléphone. Enfin, il y avait des choses qui m'ont semblé être assez proches. Donc faudrait que je revoie le film pour me dire pourquoi j'y ai autant pensé, mais en tout cas j'y ai beaucoup pensé pendant le film de Kurosawa. Pareil aussi, tu as cette notion, comme chez Lumet aussi, d'invisibilité de la mise en scène, parce qu'il y a des plans séquences, le plus long du film dure 9 minutes 50, c'est le moment où justement Toshiro Mifune, il y a le deuxième appel du ravisseur, qu'on entend du coup à rebours, c'est-à-dire en fait on entend l'enregistrement de l'appel qui a eu lieu avant, jusqu'au moment en fait où il en a marre, il prend son fils et il va se coucher. Il dure 9 minutes 50 et c'est vrai quand on voit le film, on voit pas comme ça comment dirais-je, la maîtrise absolue en fait de la caméra et du montage et du découpage de Kurosawa, mais il y a des séquences hallucinantes de technique, par exemple la séquence du train, elle a été tournée en une seule fois, enfin deux fois apparemment, il y a plusieurs versions qui circulent, le chef opérateur dit que ça a été fait une deuxième fois, un deuxième jour après, mais en fait ils étaient dans un vrai train, pour faire vraiment les actions en fait que font les inspecteurs et Toshiro Mifune. Et ils avaient 8 caméras, toutes les caméras à disposition de la Toho qui étaient présentes pour ce filmage. Et Kurosawa, aussi dingue qu'il était, c'est-à-dire qu'il y avait une maison apparemment qui bloquait la vue du pont où il jette justement les deux mallettes. Et il a demandé l'autorisation au propriétaire en fait de démolir le toit parce que ça cachait en fait le personnage. Il y a deux personnages il y en a un qui récupère l'argent et un autre qui garde l'enfant. Et en fait, ça cachait un des deux personnages, donc du coup, il a demandé l'autorisation, il l'a eu. Et ils ont caché ça en plus par une bâche, il faut vraiment le savoir, mais ça montre la dextérité, la minutie, la précision de sa mise en scène, qui rendait fou d'ailleurs pas mal ses acteurs. Il s'est plus ou moins d'ailleurs embrouillé avec l'acteur justement qui est chauve, là, qui est bedonnant. C'est très mal passé, il le trouvait assez théâtral. Mais moi, je trouve qu'il fonctionne pas mal, justement, il emmène une vraie émotion, il est assez beau le moment, il est assez drôle, assez touchant, justement, quand il verse une larme, quand l'enfant est retrouvé. Et ce qui est drôle aussi, d'ailleurs, il n'est pas trop mentionné, mais on retrouve Takeshi Shimura, dans un tout petit rôle, qui joue le chef principal de l'enquête, dans un rôle quasi muet, et on retrouve comme ça sa troupe d'acteurs habituels, et c'est ça la patte Kurosawa, et qui est, je trouve moi dans Entre le ciel et l'enfer, il est vraiment à l'apogée de son style, l'apogée de ses moyens. Pour moi, c'est son meilleur film. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait que ça rencontre différentes cultures. C'est l'évolution du Japon, l'évolution du cinéma japonais, la rencontre avec les États-Unis, à la fois avec le livre dont est tiré le scénario, l'atmosphère générale, tu vois, qui nous fait penser à beaucoup de références américaines. Tu vois, on parle beaucoup de Sidney Lumet, on parle d'Henry Fonda. Le fait que ça voyage pour aller jusque vers l'Italie, le fait qu'on irrigue le cinéma de genre aussi, qui est totalement passionnant dans un film qui commence de manière très théâtrale et qui se termine dans une oppression encore plus resserrée. Enfin, ça, il faut quand même arriver à faire quelque chose être sacrément évidemment constant et puis aussi extrêmement fort, hein, pour que tout ce voyage en fait qui passe par le train, qui passe par l'enquête, tous ces déplacements font qu'on arrive
d'une scène de théâtre au début, finalement à une scène encore plus petite, où on se retrouve encore plus enfermé qu'au début, et que l'oppression soit constante tout au long du film. On n'a jamais l'impression de respirer énormément. Dans le film, on a beau être à l'extérieur, à chaque fois on a l'impression d'une oppression constante, qu'on soit dans les scènes d'usine, lors de l'enquête, qu'on soit dans la voiture, même en extérieur, à chaque fois on n'a pas l'impression d'un grand sentiment de liberté, par opposition justement la plupart du temps au cinéma américain, où ces grands paysages, c'est cliché ce que je dis, mais nous font rêver, parce que on a le sentiment d'avoir une liberté, et que l'horizon s'offre à nous, et que la liberté est là, et qu'on peut la toucher du doigt. Or là, on n'a pas du tout cette impression-là, quoi. Ce miracle économique, finalement, ne permet pas de la réalisation du bonheur. C'est peut-être le côté un peu marxiste de Kurosawa, mais en tout cas, on a cette impression-là, on a plus la punition, et l'argent ne fait pas le bonheur, et c'est cette espèce de message un peu simpliste, mais en tout cas qu'on ressent bien à la fin, et qui nous fait dire que cette explosion économique, finalement, n'est pas l'apanage de la réussite absolue, et de l'accomplissement personnel, familial, et puis aussi social. Mais je pense en plus que au niveau justement des choix de focale, il témoigne vraiment de ça, c'est-à-dire que le personnage de Gondo, le personnage de Toshiro Mifune, finalement, en perdant absolument tout, en perdant sa condition sociale, il y gagne vraiment, il devient quelque part un être humain qui se sort d'un carcan, voilà, dans lequel il était enfermé, et justement dans, dans le filmage de cette maison en scope, le scope, voilà, ça permet quand même, voilà, d'avoir de l'espace. C'est vrai qu'on est étouffé, et je pense que l'utilisation de longues focales au début, en fait, il y a un sentiment d'aplat, c'est-à-dire que il fait corps avec sa maison, avec ses meubles, en fait, avec ses signes d'extérieur de richesse, et progressivement, effectivement, avec des focales un peu plus courtes, et ben, on s'en éloigne progressivement, et c'est vrai qu'une forme presque de liberté, oui, de retrouver à la fin du film, et qui est brillamment mise en scène sans qu'on le voit par Akira Kurosawa. Ouais, moi aussi j'ai ce même sentiment, hein, de retrouver une humanité, en fait, tout en ayant été puni. Le fait de repartir à zéro, finalement, le ramène les pieds sur terre, et il est beaucoup moins dur qu'il a pu l'être au début, même physiquement. Enfin, je veux dire, dans les traits, on a quelque chose de beaucoup moins violent, de beaucoup moins agressif, parce qu'au début du film, quand ils sont en train de négocier, tu sens que c'est le capitalisme qui parle. Donc les rapports sont très violents, ils sont très C'est des durs. requins Voilà, ils sont très caricaturaux. exactement. C'est limite caricatural. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est très dur, quoi. C'est tant de pourcents. Oui, passe le coup de fil. Bam, il y a même pas merci, au revoir. Clac, on raccroche. C'est juste l'information pure, l'ordre. Et à côté de ça, à la fin, il y a plus d'humanité avec les gardiens de prison, qui eux sont les symboles de garder ces personnages dans un enfermement carcéral. Donc tout ça est vraiment très bien mené, et amène de l'humanité, alors qu'on est toujours dans un cadre enfermé, et un cadre qui nous mène à la mort, quoi. Donc tout ça est quand même passionnant, et se termine avec ce rideau de fer qui est un symbole de la fin du double. Donc ça aussi c'est génial, parce que son double, à la fin, il le retrouve, puisqu'il est dans la glace, quoi. Donc c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il a retrouvé cette humanité tout en étant puni. Kurosawa avait prévu, il y avait plusieurs fins qui étaient envisagées pour le film, dont une justement d'un symbole assez fort où Gondo aurait justement serré la main en fait de l'inspecteur de police, voilà, qui a mené l'enquête, et voilà, une forme de réconciliation en disant voilà, finalement je me suis retrouvé, et c'est vrai que cette fin est très très forte, mais il y a un plan qui est aussi très marquant à un moment donné, juste avant l'arrestation du criminel, après justement cette représentation des bas-fonds et des drogués. En fait, il tombe en fait par hasard sur Toshiro Mifune, qui se balade en fait dans la ville, et à ce moment-là en fait il a tout perdu. Il a certes la sympathie des habitants de la ville, des classes moyennes, on pourrait dire, et il se balade, et en fait il est en train de fumer, et il tombe sur une vitrine avec des chaussures, et il regarde en fait cette vitrine, et là il y a le criminel qui vient le voir et qui lui demande en fait s'il a du feu, et après la police va l'arrêter. Mais c'est vrai que voilà ce que j'ai été, de quoi je suis parti, et voilà ce que je vais devoir en fait refaire, c'est-à-dire voilà, je suis redescendu en bas, et maintenant je vais devoir faire une nouvelle ascension pour devenir ce que je dois devenir.
Ouais, pas mal. Un mélange entre le néo-réalisme à l'italienne et puis typiquement un polar à l'américaine, un peu qui se termine de manière un peu brute. C'était pas mal aussi comme idée, mais en tout cas là, la fin est totalement exceptionnelle. Donc il y a un vrai cheminement dans le film hein, qui est important et qui nécessite de voir le film d'un bloc. Donc là, je pense que le voir en salle aussi, c'est à mon avis une vraie enfin un vrai plaisir et puis une vraie chance quoi parce que on voit que c'est fait pour le cinéma hein, c'est d'une ampleur folle et d'un développement d'un cheminement totalement exceptionnel. Haute tradition dans bien connu des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film un petit peu dans le même giron. Tu nous conseilles quoi du coup, Gérald, dans le même genre? Alors je vous conseille un film qui s'appelle L'homme qui voulait savoir, un film de George Witzer qui était un réalisateur néerlandais qui avait étudié à l'IDEC, donc l'ancêtre de la Fémis, et qui a fait des films donc aux Pays-Bas, qui a fait des films en France, en Belgique, et qui a aussi fait un remake de ce film aux États-Unis, un film qui est sorti dans les années 90 avec Kiefer Sutherland et puis Jeff Bridges et Sandra Bullock dans son premier rôle. Et il a fait donc le film original est avec Bernard-Pierre Donadieu, qui est totalement génial, qui joue une espèce d'ogre totalement terrifiant dans une atmosphère typique des années 80, écrasée, où on sent voilà tout le chômage, une société en déliquescence, tout l'héritage des années 70 qui s'évapore, et à côté de ça, une violence sourde qui peut surgir à tous les coins de rue, qui fait aussi un peu penser à Hitcher, mais en version plus européenne et plus écrasante. Et le film vient de ressortir chez Sidonis Calista, donc il est disponible là en Blu-ray. Ça faisait pas mal d'années, je pense qu'il était sorti en DVD chez Carlotta, et là le film est à nouveau disponible. Donc c'est aussi l'occasion de retrouver le film vraiment de très belle facture, parce que George Witzer était un grand technicien, ce qu'on voyait assez peu jusqu'à présent parce que les copies étaient pas assez belles. Et là le film retrouve vraiment toute sa splendeur. On avait passé un film de lui à Cannes Classics qui s'appelait Georges et le couteau, qui était vraiment un film très atypique, avec un score magnifique, des noirs exceptionnels, qui se passaient au Brésil. Vraiment un film très original et d'une grande profondeur et techniquement très abouti. Et là on retrouve en fait dans cette atmosphère tout le bagage technique de Slizer et tout ce mal-être qu'il véhicule, sans jeu de mots, parce que vous verrez que dans le film, voilà, les voitures sont très importantes. Non, c'est un très grand film, et pour vous donner encore plus envie et pour terminer, il faut dire que Stanley Kubrick avait déclaré que c'était le film le plus terrifiant qu'il ait vu de sa vie. Pour le réalisateur de Shining, c'est quand même pas mal. Je me trompe parce que le film ne s'appelait pas Georges et le couteau, mais Joao et le couteau, puisque voilà, Georges, c'est Georges Flizer, pardon. De mon côté, j'ai cherché un polar qui puisse rentrer à la fois du côté du dilemme moral et autour de la survie d'un enfant en sursis. Et mon choix s'est porté plus vers le cinéma d'action avec un film que j'ai toujours adoré, surtout gosse, à savoir L'Enjeu de Barbet Schroeder, réalisé en 1998 et qui met en vedette donc Andy Garcia dans la peau d'un flic prêt à tout pour sauver son gosse qui est gravement malade en traquant un tueur en série qui vient de s'évader, donc incarné à l'écran par un Michael Keaton qui s'éclate en monstre total, alors que ce dernier devait justement lui donner en fait sa moelle osseuse. Donc c'est un postulat de départ qui est tout à fait improbable, d'accord, promis à l'époque à Michael Bay à la base, mais en résulte quand même un thriller matiné de film d'évasion complètement haletant, du début à la fin. Pour moi, un pur modèle de série B à l'ancienne qui va droit au but, sans fioriture, avec une mise en scène vraiment efficace et servie par des acteurs charismatiques, et surtout dans la droite lignée des convictions, on pourrait dire, humanistes de Barbet Schroeder, un cinéaste qui, à mon humble avis, on ne cite jamais assez. C'est vraiment un immense cinéaste, Barbet Schroeder, et toujours évidemment dans son optique contre la peine de mort, donc urgence sur le pur film du dimanche soir, j'ai envie de dire.
Oui, oui, c'est vraiment un grand Barbet Schroeder, hein, qui a fait des films à chaque fois qui sont en prise directe avec l'époque. Hein. Il a fait More, il a fait Maîtresse, il a fait Jeune fille recherche appartement, il a tourné des épisodes de Mad Men, la série télé. C'est vraiment un grand qui était aussi producteur, cofondateur des films du Losange et qui a fait une carrière aux États-Unis. Où c'est un technicien de génie et c'est aussi quelqu'un qui est très fort parce qu'il arrive à travailler des thèmes et à chaque fois à être pertinent tout en étant dans la machine et à travailler avec des grands acteurs. Donc c'est vraiment quelqu'un de d'exceptionnel et comme tu le dis, on le cite pas assez alors qu'il a une carrière magnifique et que c'est quelqu'un qui parle très très bien de cinéma et qui a une vraie vision, en tout cas qui fait plaisir à voir, qui a aussi réalisé des documentaires exceptionnels comme un documentaire sur le dictateur Amin Dada qui est dingue. Donc c'est vraiment un grand et qui nécessite d'être vu encore et toujours. J'espère que les films du Losange vont ressortir ces films bientôt. Là, ils font beaucoup de grandes rétrospectives et ils méritent vraiment, mais vraiment, vraiment d'être remis au goût du jour. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer du coup de toute urgence Entre le ciel et l'enfer de Akira Kurosawa en garde à vue. Une fois de plus, un très grand merci à toi Gérald pour ta générosité, tes incroyables connaissances qui nous ont permis d'apprendre des tas de choses sur Kurosawa et son œuvre. Et je rappelle, voilà, pour terminer, qu'on te retrouve mi-octobre du coup à Lyon pour le Festival Lumière où tu seras de nouveau le garant de la programmation au marché international du film classique, au mois de mai prochain au Festival de Cannes avec la section Cannes classique, et si vous le pouvez, donc foncez sur Mario Bava, le magicien des couleurs, donc c'est chez Lobster, un livre qui est vraiment passionnant et que tu as coécrit avec donc ton acolyte Romain, je ne sais pas comment on le dit, comment on le prononce. Fordestichel à la française et puis on a préparé un autre livre là qui doit normalement sortir en surprise mais je sais pas si je peux en dire plus là normalement au mois de septembre. Ok. Et du coup, on te retrouve aussi dans de nombreux Blu-ray aussi. Sur quel film t'as intervenu comme ça, pêle-mêle, assez rapidement? On a fait Colère Noire, on a fait qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait beaucoup de Polizioteschi. Moi j'ai fait La mort remonte à hier au soir. la mort monta hier soir de Tessari là qui nous passionne avec Romain, sur Trapèze aussi où je suis intervenu seul et d'autres westerns là qui devraient sortir normalement aussi à la rentrée, dont un western brésilien totalement exceptionnel. Ça fait envie tout ça, donc j'espère voir ça le plus rapidement possible. Et merci encore, ce fut un véritable régal. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma et n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.